J'espère que vous avez de bonnes lunettes de soleil. Alors mettez-les, regardez un peu la luminosité dans cette pièce. Et là vous vous dites, eh bien, voici le responsable. Look at the luminosité, mais vous allez voir encore mieux là. Si je me mets là, voici donc la luminosité de folie du téléviseur dans ce test. Allez, maintenant, on peut commencer la vidéo. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test très attendu, il paraît, du téléviseur Samsung QN95A. Pourquoi est-il attendu? Bah écoutez, c'est tout simple, c'est le premier téléviseur Samsung que je teste et qui est lancé qui est mini LED avec un rétroéclairage mini LED. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, comment ça fonctionne, pourquoi, ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire. On va donc faire un beau planter de décor, le plus beau planter de décor de la planète. Après on ira directement faire des tests sur le terrain, donc des tests avec du cinéma, du gaming ici avec les potes du stream.fr, et il y aura un test audio également en binaural pour savoir ce que vaut le système audio de ce produit. Et après il y aura bien sûr votre séquence favorite. Je le sais, vous me l'avez dit, la séquence avec Sylvain, le laboratoire de torture de Sylvain qui a mesuré le produit. J'irai donc parler avec lui sur les valeurs de mesure, la luminosité, le contraste, la colorimétrie. Qu'est-ce qu'il sait faire concrètement au niveau des mesures? Après, il y aura les plus et les moins qui résumeront ce test. Et juste après, bien sûr, de la conclusion dans laquelle je vous dirai un peu ce que je pense de ce produit qui est le premier d'une lignée de produits, les téléviseurs mini LED signés Samsung. C'est pas rien quand même cette affaire. Allez, c'est parti pour le planter de décor. Samsung a profité du lancement de son premier téléviseur mini LED pour apporter des tas de petites choses en plus sur ses gammes, dont celle-là, les gammes mini LED, first time in the world, une nouvelle télécommande dont on parlera tout à l'heure, il y a un nouveau processeur sur le produit, un nouveau moteur donc de traitement vidéo qui s'appelle Neo Quantum, un nouveau filtre anti-reflet. Il y a un truc qui m'éclate avec ce téléviseur, comme ça m'avait éclaté justement avec le modèle Samsung 95T que j'avais testé sur la chaîne, c'est un binôme de produits. Vous avez la dalle, merveilleuse ici, 65 pouces, c'est celui qu'on teste, 65 pouces, avec le rétroéclairage mini LED, avec une partie d'électronique, avec en même temps la section audio qui est donc dans la dalle. Et remarquez ici, comme vous voyez à l'écran, c'est assez haut pour qu'on puisse mettre une barre de son. Enfin, certaines barres de son peuvent être calées ici, donc c'est pratique au niveau visuel. Mais cette dalle est contrôlée, alimentée par le boîtier One Connect, donc un boîtier externe entre la dalle et le boîtier externe. On a un cordon ombilical qui va envoyer le signal audio-vidéo ainsi que l'alimentation de la dalle. Alors ce boîtier One Connect, c'est le secret de la sauce. En fin de compte, c'est le secret total. C'est le cerveau, c'est vraiment le centre névralgique numérique. On branche tout dessus. C'est le boîtier One Connect qui a une partie de l'électronique. C'est lui qui a les 4 ports HDMI 2.1, qui a toutes les entrées. Et en effet, c'est prédigéré ici. Oh là là, tu chauffes toi, et balancé au travers du cordon ombilical vers le téléviseur. J'aime beaucoup le concept. Par contre, il y a un truc que j'aime beaucoup moins, et ça je vais vous le dire les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Le câble, il y a 1 an et demi, le câble était super fin. On aurait dit un petit câble optique minuscule, et cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, il a grossi. Il est beaucoup moins discret, ça va être plus compliqué de le placer dans une rigole justement en bas du téléviseur. Sa longueur, c'est 2 mètres. Vous pouvez acheter en option un câble de 10 mètres. Vous pouvez donc dans ce cas-là installer le boîtier à 10 mètres du téléviseur. Moi, je trouve ça génial, mais en même temps, le téléviseur ne coûte pas 1 000 €. Parce que je ne sais pas donné son tarif encore. Je suis comme ça comme gars. Venez avec moi, je vais vous expliquer un petit peu simplement, vous allez voir très simplement ce qu'est le mini LED. C'est un peu le fond de commerce de ce téléviseur parce que c'est la première fois qu'ils mettent du mini LED sur un tel produit. On va repartir aux bases très rapidement. Dalle LCD, Ultra HD 4K, une belle dalle LCD qu'il faut rétroéclairer. Ça, c'est pas une nouvelle, il faut toujours les rétroéclairer. Dans les précédentes gammes Samsung, le rétroéclairage, c'était du LED également. Mais du LED avec 100 zones de rétroéclairage, 100 zones indépendantes en moyenne. Sur ce modèle-là, c'est pas du tout ça. Cette fois-ci, les diodes sont 40 fois plus petites que sur le modèle classique, donc c'est du mini LED. On peut placer beaucoup plus de diodes derrière et beaucoup plus de zones de rétroéclairage totalement indépendantes. Là, à ma connaissance, il y a entre 850 et 900 zones de rétroéclairage mini LED totalement indépendantes. En plus, sachez que chaque zone, c'est dur à dire ça, en plus, sachez que chaque zone dispose de 10 mini LED. Ça fait que vous avez à peu près 10 000 mini LED, là sur ce téléviseur derrière moi, contrôlé par 850 zones.
Alors là, vous allez me dire, mais quels sont les avantages du mini LED? Sur le papier, dans tous les cas, parce que les gens se font une montagne du mini LED. D'abord, il y a des gens qui confondent avec le micro LED et ils pensent que le mini LED va sauver le monde du LCD en pulsant toutes les caractéristiques techniques. Ce que moi, je peux vous dire, c'est qu'à la base, sur le papier, numéro 1, le mini LED devrait permettre une meilleure gestion du contraste, donc du rendu du noir. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de zones de rétroéclairage, donc avoir un ratio de contraste qui est plus élevé, avoir une plus grande luminosité, parce que ça crache de tous les côtés. Vous avez vu au début de la vidéo, là vous êtes comme ça en disant les lunettes de soleil. Ce sont les deux principales caractéristiques de ce type de rétroéclairage. Mais à la base, ça ne va pas améliorer la définition de l'image, par exemple, pas du tout. Il faut savoir que Samsung a additionné les choses, additionné le bonheur dans la maison. Ils ont en effet un rétroéclairage mini LED qu'ils ont coiffé de leur Quantum Dot, donc leur QLED. Alors quelle est l'utilité du Quantum Dot là-dedans? C'est tout simple, le rétroéclairage lui va délivrer une lumière et les Quantum Dots, donc les points quantiques, vont fabriquer une lumière blanche la plus pure possible. Donc vous allez avoir une lumière qui sera extrêmement blanche, extrêmement pure, qui va donc rétroéclairer la dalle. Donc l'association de bienfaiteurs à la fois des mini LED de tous les côtés, le Quantum Dot devrait aboutir à une meilleure colorimétrie, une meilleure présence des images, une meilleure luminosité, un meilleur ratio de contraste. Ça c'est la promesse de base. Voilà, on verra tout à l'heure si elle est tenue ou bien. Mais ce n'est pas tout. Le mini LED devrait également réduire ce qu'on appelle le blooming. Alors regardez à l'écran ce qu'est le blooming. C'est pas nouveau dans le monde du LCD. C'est en général des halos lumineux autour d'objets ou de lettres sur des fonds noirs. On a un effet de halo. Là, comme il y a beaucoup plus de mini LED qui vont gérer le rétroéclairage, on devrait avoir moins d'effet de blooming. Du moins en théorie. On verra tout à l'heure. Comme la plupart de ses concurrents, Samsung mise donc à fond sur le rétroéclairage mini LED pour permettre à ce téléviseur de s'émanciper comme jamais. Dans tous les cas, il n'y a pas que ça d'intéressant sur ce téléviseur, il y a également un nouveau processeur, le Neo Quantum Processor. Son rôle, c'est de travailler tous les signaux qui peuvent entrer dans le boîtier One Connect, que ce soit des signaux qui viennent d'un signal standard, d'un signal Full HD, Ultra HD, du streaming, que ce soit du gaming en 1440p, du gaming en Ultra HD 4K, 120 images par seconde, parce qu'il va très loin. En effet, le téléviseur est compatible HDR10, HDR10+, il n'y a pas de Dolby Vision chez Samsung, ça c'est le clan en face, Samsung ayant inventé le HDR10+, est campé sur ses positions et ne veut pas en effet travailler avec Dolby sur, dans tous les cas, la partie HDR. Il faut savoir également que ce téléviseur dispose de menus incroyables qui permettent de gérer le gaming et il est compatible VRR et ALLM. Alors je rappelle que le ALLM permet au téléviseur ici présent, j'ai mis une jolie mire, ce téléviseur va donc reconnaître les sources gaming et directement se mettre en mode gaming avec un deck qui s'affiche, vous voyez à l'écran. Ce deck donne directement des indications pour le gamer, c'est-à-dire si le jeu est HDR, s'il est 60 images par seconde, 120 images par seconde, les modes qu'il peut utiliser. Il y a ce deck qui est absolument incroyable. Le téléviseur peut travailler également en 32 neuvième, donc afficher le jeu en extra wide avec en plus le deck en dessous. Le téléviseur est VRR, Variable Refresh Rate, c'est-à-dire que sa fréquence de balayage va se caler à la fréquence de balayage du jeu vidéo, c'est-à-dire que si vous jouez en 30 images par seconde, il va se caler en 30 images par seconde. Si vous montez à 120 d'un coup, il va monter à 120 d'un coup directement. Là, je peux vous le dire, les yeux dans les yeux, ce téléviseur est vraiment fait pour le cinéma, pour le streaming et pour le gaming. Le menu est un des menus les plus complets que j'ai jamais vu sur un téléviseur. Il y a vraiment moyen de tout régler, de A à Z, point par point, la colorimétrie, les modes qu'on n'engage pas, et toujours des modes automatiques tout à fait intéressants, mode cinéma et le Film Maker Mode qui permet de retomber sur ses pieds dans le cas où vous partez de tous les côtés avec les réglages. Ces deux modes-là sont des modes qui sont fiables, cinéma et Film Maker. Concernant le menu d'accueil chez Samsung, c'est Tizen. Et Samsung étant un géant, numéro 1 de l'univers des téléviseurs des entire world, ils ont beaucoup d'accords. Alors vous voyez un petit peu, c'est surchargé. Il y a Netflix, il y a Prime Video, Disney+, il y a Apple TV, Rakuten, OCS, RMC Sport, YouTube, OK Google, Alexa à bord, il y a tout, il y a Bixby, c'est la totale. Le menu est surchargé, on peut aller n'importe où. Par contre, je ne me cache pas, il y a des pubs quand même. J'en ai vu quelques-unes tout à l'heure, il y a quand même des pubs qui traînent encore. Oh. J'aime bien faire ça. On va parler de l'audio. Prenez un bloc-notes, vous allez voir, c'est rien de le dire. Je vous montre un petit peu cette beauté, ce téléviseur. 2,5 cm d'épaisseur et pourtant 70 watts annoncés en puissance sonore. C'est du 4.2.2, donc il y a 4 haut-parleurs de 7,5 watts, il y a 2 woofers de 10 watts et 2 haut-parleurs de 10 watts. Attention maintenant, concernant les compatibilités, ce produit n'est pas DTS.
il ne comprend pas le DTS audio. Il est Dolby Digital, il comprend le Dolby. Alors attention, il y a des nuances quand même. Là, si vous diffusez le son au travers du téléviseur, il est Dolby Digital, 5.1 canaux, il va comprendre avec en plus une extension avec les circuits justement de spatialisation 3D du téléviseur. Si vous avez du Dolby Atmos, le téléviseur ne diffuse pas du Dolby Atmos. Vous allez pouvoir, venez avec moi, récupérer le Dolby Atmos. Ici, c'est lui qui va s'en charger, c'est le boîtier One Connect, le programme est ici en Dolby Atmos et vous n'avez plus qu'à connecter sur le port HDMI ARC ou iARC une barre de son compatible Dolby Atmos ou bien un ampli audio-vidéo Dolby Atmos, ils vont s'en charger en externe. Donc contrairement à des téléviseurs comme Panasonic OLED qui ont carrément un système Dolby Atmos avec des cheminées de haut-parleurs, lui c'est pas le cas. Avant d'aller voir Sylvain dans son labo de mesure pour parler justement du produit de façon plus technique, je vais vous donner mes impressions. Ce que j'ai vécu avec ce produit pendant une semaine, pendant que je l'ai bombardé de mires, de fichiers que je connais, de sons et autres. Je l'ai vraiment testé de tous les côtés pour m'approprier les résultats et vous les communiquer. Le premier truc qui, moi, m'a littéralement surpris, c'est la luminosité. C'est juste du délire. Le produit est extrêmement lumineux. On a tous été surpris, surtout en mode gaming. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus pour faire du gaming, comme vous avez vu dans la vidéo. Ils étaient là, mais c'est dingue, on n'a jamais vu ça. Et c'est vrai que la luminosité est extrême. En mode filmmaker ou bien en mode cinéma, il est plus réservé, normal, c'est du cinoche. Mais en mode gaming ou certains modes, il est extrêmement lumineux. Il faut même le freiner. Il faut le freiner. Second point, un truc qui m'a impressionné, c'est la qualité du traitement vidéo. Vraiment, le traitement vidéo est très très bon. C'est un des meilleurs que je connaisse. Il est très très bon. On a vraiment une très très belle définition d'image. Sur un film justement comme Gemini Man, vraiment on peut compter les pores de la peau. Hein. C'est de la folie. Avec une bonne source, on a des très très beaux résultats. Même avec une source qui serait entre guillemets un peu moyenne, une source qui serait d'une définition moindre, donc du DVD ou du Full HD, l'upscale est très très bien fait. Vraiment, il y a un bon circuit vidéo, ça travaille beaucoup, on peut bien intervenir sur les réglages, il n'y a pas de problème. Le ratio de contraste. Le ratio de contraste est très élevé pour un téléviseur LCD. Attention, c'est pas de l'OLED. Hein. On n'a pas le noir profond de l'OLED, on n'a pas le ratio de contraste d'1 million/1, quoique quand on coupe tout, la dalle est capable de faire, on verra tout à l'heure certainement avec Sylvain, 1 million/1. Quand elle coupe tout, elle coupe tout. Par contre, dès qu'il y a une image qui apparaît, on sent que le ratio de contraste devient un petit peu différent. Dans tous les cas, il est très fort, il est très vibrant et on a quand même, malgré tout, je vais vous le dire, des effets de blooming. Le mini LED, dans le cas présent, n'est pas la solution, à mon sens, au blooming. Mais j'ai l'explication, parce que mini LED ou bien du LED, il y a un espace entre la dalle LCD et le rétroéclairage. Tant qu'il y a cette zone optique, des diodes qui émettent de la lumière interfèrent avec celles qui n'émettent pas de lumière. Donc on a un blooming. Quand on colle le rétroéclairage à la dalle, comme pense le faire TCL avec ce qu'on appelle le OD0, donc Optical Distance Zero, on peut éviter le blooming. Mais là, tant qu'il y a cet espace entre la dalle et le rétroéclairage, on aura encore ces interférences lumineuses, ces halos qui sont donc le blooming. Il y a du blooming sur le téléviseur. Concernant à nouveau le ratio de contraste, on sent qu'il y a quelque part un circuit qui algorithme sur ratio de contraste. On sent qu'à chaque fois, on travaille justement le rendu du noir, on travaille justement l'échelle des gris. Et ça se voit quelquefois. C'est-à-dire quand on passe d'une image sombre à une image claire immédiatement, il y a une sorte de petit temps de latence au moment où on sent qu'il y a un calcul pour pousser justement sur le noir. C'est algorithmé, c'est bien fait, mais c'est détectable, entre guillemets. On sent qu'il y a un travail permanent sur le rendu du noir. On pousse certaines zones justement pour que l'image soit vibrante, qu'on travaille sur ratio de contraste. Il est algorithmé, mais c'est bien fichu. Côté HDR10 et HDR10+, dormez tranquille, les résultats sont saisissants. J'ai fait des essais justement à HDR10+, c'est très très bon justement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de lumière, il peut faire du contraste, il y a une très belle colorimétrie, le spectre colorimétrique est très large, donc on a vraiment un HDR qui est convaincant. Le gaming, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est impeccable. Pourquoi? Parce que c'est super lumineux. C'est très rapide, il n'y a pas de tearing, il n'y a pas de décrochage, il n'y a aucune lacune sur le gaming, c'est extrêmement fluide, c'est épatant. Il est fait pour ça. C'est-à-dire qu'il sait faire du cinéma, il sait faire du streaming, et il sait vraiment faire du gaming. Tout ce qu'on a essayé était juste bluffant. Bluffant de chez bluffant, il va très vite, il ne se pose pas de questions, il fonce. Très peu de latence, on aura le chiffre tout à l'heure avec Sylvain, mais très peu d'input lag, à mon avis. Un truc que j'ai remarqué, c'est que le filtre anti-reflet me paraît moins bon que celui du 95T testé sur la chaîne. Le 95T avait pour moi un des meilleurs filtres anti-reflet que j'ai vu sur un téléviseur LCD. Là, il est bon, mais vous voyez sur l'image, on se voit encore un petit peu dedans, alors qu'avec l'autre, on se voyait beaucoup moins. La lumière était beaucoup plus diffractée sur le 95T. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, n'hésitez pas à mettre un casque stéréo, ou bien des écouteurs stéréo, ou bien des intra-stéréo, car voici la séquence captée avec un son 3D binaural devant le téléviseur qui diffuse un film spatialisé
en 5.1 canaux. Comme ça, vous saurez vraiment ce que vaut ce téléviseur, comme si vous y étiez. Allez, mettez le petit casque et c'est parti pour un son en 3D binaural. Concernant l'audio, le téléviseur fait le boulot. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a de la puissance, qu'il y a une présence des voix, on peut régler beaucoup de choses sur le téléviseur, mais je n'ai pas trouvé une spatialisation qui était super large. Vous avez écouté au binaural tout à l'heure, il y avait des effets, ça chatouillait, mais c'est pas super large. Par contre, il y a de la puissance, il y a de la présence. C'est déjà bien. Moi, j'ai trouvé des meilleurs résultats en audio sur le téléviseur Sony OLED avec la dalle qui vibre de la semaine dernière, qui me donnait un effet beaucoup plus large sur la scène sonore avec un peu plus de grave. Là, c'est quand même, il y a du grave, mais on sent que c'est pas extrêmement violent, qu'il va falloir plutôt appuyer malgré tout le système sonore avec une barre de son qu'on peut donc plaquer ici. C'est bien pour lui donner un peu plus d'ampleur. N'oublions pas que le produit n'est pas Dolby Atmos en plus. Si vous voulez installer une barre de son Dolby Atmos, quand bien vous en fasse, c'est mieux. Comme ça, vous avez de tous les côtés de la spatialisation en haut, en bas, sur les côtés. Voilà. Pour finir, je voulais dire, c'est quand même un téléviseur qui envoie du bois, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et justement, on va aller en savoir plus avec Sylvain et son laboratoire de mesure, parce que lui a tout mesuré. Mais voilà, il est de retour. Bonjour Sylvain. Bonjour Pépé. Ça va? Ça va très bien. Bah écoute, d'abord, voilà, tu peux faire coucou à la communauté parce qu'ils ont été contents que tu sois là et moi je suis content que tu sois là, tout le monde est content que tu sois là, c'est merveilleux. Sylvain, tu as testé donc le premier téléviseur mini LED Samsung. Tout à fait. Avec quelques petits appareils forcément, la sonde et puis l'appareil aussi qui me permet de mesurer le temps de réponse du téléviseur pour savoir s'il est intéressant de jouer avec ou pas. Donc le premier truc qui m'intéresse parce que les gens, ce téléviseur est très attendu et on a testé récemment le Sony et derrière tu vois en plus un LG E9 et c'est la totale. J'aimerais connaître la luminosité de la bestiole avec tous ces mini LED derrière, ça se passe comment? Alors en pic de luminosité on atteint 2500 candela par mètre carré. Sylvain, redonne-moi le pic de luminosité s'il te plaît. 2500 candela par mètre carré. Le pic de luminosité de 2500 candela par mètre carré, c'est en mode HDR dynamique. Encore une fois, comme on a vu la semaine dernière, c'est un mode qu'on utilise finalement très peu pour regarder les films ou les séries. On utilise le mode filmmaker à ce moment-là. Le filmmaker ou bien les modes classiques cinéma ou expert sur ce produit. Tout à fait. Et là en effet, ce qu'il faut dire, parce qu'il y a eu beaucoup de trucs la semaine dernière au niveau des commentaires, c'est génial. Les gens ont dit, vous testez un truc avec le mode intense qui est presque inexploitable. C'est vrai. C'est pour certaines applications le mode intense. Donc à ce moment-là, quand vous passez en mode filmmaker pour regarder un film ou une série, on obtient un pic de luminosité de 1500 candela par mètre carré. Donc malgré tout, le double de ce qu'on a avec un OLED normalement. C'est-à-dire que même en mode classique, c'est quand même une lunette de soleil. Pourquoi? Rétroéclairage mini LED. Donc lumineux, c'est fait. Tout à fait. Maintenant, le truc qui m'intéresse le plus, parce que je te vois en train de frétiller comme moi, parce que je ne connais pas encore les résultats. Le ratio de contraste de la bestiole, est-ce que... Alors, j'ai pu mesurer sur ce téléviseur un ratio de contraste de 7400 pour 1. D'accord. 7400 pour 1, c'est dans quel mode que tu obtiens ça, 7400 pour 1? C'est dans un mode, en fait, qu'on peut dire dégradé. C'est-à-dire qu'en fait, le téléviseur va afficher des images avec un contraste de 7400 pour 1, mais il peut également faire un contraste infini. Donc, il éteint tout. Il éteint tout. C'est-à-dire que si tu affiches un noir, il éteint tout et toi, tu ne peux plus le mesurer, il est en contraste infini. Impossible, effectivement. À ce moment-là, on se retrouve dans une configuration d'un téléviseur OLED. Mais ça veut dire que uniquement s'il y a une image noire complète. Par contre, dès qu'intervienne une image à l'écran, on passe à combien? On se retrouve dans la configuration de tout à l'heure de 7400. Voilà. Pour 1. Donc les gens, en regardant un film ou un truc avec des couleurs comme ça, ils sont à 7400, ce qui est excellent. Ce qui est déjà très bien, oui, complètement, bien sûr. C'est excellent. Mais sachez qu'en effet, il peut faire du noir, il peut tout éteindre, donc celui-ci. Tout à fait. C'est bien. Est-ce que tu as vu ce que moi j'appelle un phénomène de pompage? C'est-à-dire à un moment donné où tu as l'impression que le contraste va et vient suivant les séquences, ou une sorte de blooming. Alors blooming, c'est quand on a par exemple des lettres et qu'il y a un effet de halo autour. Tu as vu ça? Oui, je l'ai vu, complètement. Effectivement, typiquement, quand on mesure un téléviseur, quand on
calcul, c'est avec la sonde, en fait, il affiche une fenêtre de 10% à peu près, donc un carré blanc au milieu. Donc on a une fenêtre en fait de 10% blanche au milieu de l'écran et autour, on a un contraste de 7400 pour 1. Mais au bout de quelques secondes, en fait, le contraste passe infini. Toutes les LED autour du carré blanc vont s'éteindre. Mais il y a une latence, c'est pas immédiat. C'est-à-dire qu'on va commencer, donc il va travailler, il va dire voilà, il y a ça, et autour il va continuer avec 7000 et quelques, et au moment donné, hop, tout va s'atteindre. Mais c'est pas immédiat, c'est ce que j'ai remarqué. Non, c'est pas immédiat, il y a un petit temps de latence quand même. Il y a un tout petit temps de latence avant d'atteindre autour du carré blanc les 1 million sur 1. C'est important à savoir, parce que ce téléviseur travaille comme ça, quand j'ai remarqué avec certains Samsung, il y a toujours une petite latence au moment où on va faire la montée du noir, si je puis dire. Exactement. Donc du coup, dans la réalité, au niveau des films et des séries, finalement, on ne va pas pouvoir profiter d'un contraste aussi profond que le OLED. Est-ce que c'est un des meilleurs contrastes que tu as mesuré sur du LCD? C'est un très très bon contraste, oui, clairement. Je répète la phrase, un des meilleurs que tu aies mesuré sur du LCD? C'est un des meilleurs que j'ai mesuré. Est-ce que c'est le meilleur que tu as mesuré sur du LCD? C'est le meilleur que j'ai mesuré sur le LCD. Avec Sylvain, il faut répéter 3 fois la phrase pour avoir le truc qui sort, c'est incroyable. Mais je vais encore te torturer, toi qui tortures les téléviseurs. La colorimétrie, on en est où, bestiole de l'Ouest? Alors, la colorimétrie en mode filmmaker sur ce téléviseur, donc finalement le mode dans lequel on va regarder les films et les séries, j'ai pu mesurer un delta E de 2,14 qui est vraiment excellent puisque normalement le seuil est à 3, seuil en dessous duquel l'œil ne perçoit pas de différence entre les couleurs affichées et les couleurs demandées. C'est un excellent delta E. Qu'on sache pour les gens, ça veut dire que les couleurs sont d'une extrême fidélité. Ouais. Dans la réalité, pour vous, ça veut dire que vous avez juste à sortir le téléviseur et ensuite à appliquer le mode maker ou un autre mode, mais en tous les cas, il est correctement calibré. Mais ma question, parce que les gens qui nous regardent sont intéressés par ça, est-ce que ce téléviseur dont tu sors du carton, tu dis voilà, il est bien réglé, est-ce qu'on peut toujours faire mieux avec ce type de téléviseur? On peut toujours faire mieux, mais à ce moment-là, ça demande l'intervention d'une personne spécialisée, etc. C'est pas la peine. Avec la sonde, voilà. C'est-à-dire qu'en effet, on peut toujours calibrer ces téléviseurs comme le Sony ou bien les Panasonic ou autres, ou les LG. Il y a toujours une fonction qui permet d'avoir un calibrage fait par un professionnel et un expert. Mais déjà, quand on le sort du carton, c'est waouh! C'est déjà très bien réglé à la base. Waouh! Voilà, vous le savez, c'est important. Bon, on va continuer alors. Qu'est-ce que tu pourrais me dire maintenant, Sylvain? Eh ben, on va continuer avec le mode HDR pour le coup. Le HDR 10. Exactement, HDR 10. Donc là, c'est pareil, j'ai effectué des différentes mesures, toujours en mode filmmaker, et on obtient également un delta E inférieur à 3, de 2,95 exactement. Donc là, c'est pareil, le téléviseur est parfaitement réglé dès l'origine. Gaming, je sais très bien que ces téléviseurs sortent une année où il y a les consoles qui sont sorties. Alors là, on est arrivé sur ce produit qui est ici, le LG E9, qui est un produit qu'on connaît bien, tous les deux, et bien beaucoup de gens qui nous regardent. Là, je crois que si ma mémoire est bonne, on atteint 12 millisecondes en latence de gaming. Est-ce que par hasard, celui-ci n'aurait pas battu un peu ou est en... je ne sais pas. Si, effectivement. J'ai réussi à mesurer un taux de réponse de 10 millisecondes avec ce téléviseur, ce qui est juste extraordinaire. 10 millisecondes en latence gaming, donc voilà, alors là le gamer qui trouve qu'il y a une latence, quand on sait que 16 millisecondes c'est une image pour 60 Hz. Une image pour 60 Hz. Là à 10 millisecondes c'est un des meilleurs. Oui, tout à fait. Un des meilleurs que j'ai pu mesurer qu'on a testé à ce jour. Donc là, en même temps, HDMI 2.1, VRR, LLM, est-ce que tu as eu un problème avec 120 fps ou pas du tout? Absolument aucun. On branche et on a tout de suite le Tout résultat de suite, optimal. directement. Est-ce que tu as en même temps, parce que je pose des questions, Sylvain, c'est quand même l'homme de la situation, l'homme de la sonde, l'homme à la sonde. Tu as testé l'espace colorimétrique sur le REC 709, BT 2020, tout ça, ils sont où là? Tout à fait, j'ai testé ça. Alors la couverture sur le REC 709, on arrive à plus de 100%, donc il n'y a aucun souci sur toutes les images de télévision, voilà. Aucun problème. Et les Blu-ray, DVD, toute la colorimétrie passe. Complètement. Après, sur le P3, en fait, on a une petite couverture colorimétrique en fait, qui est légèrement inférieure à ce qu'on aurait pu obtenir, puisque sur les modèles LG, LG OLED en général, on obtient une couverture qui est à peu près de 95%. Et sur celui-ci, en fait, j'ai obtenu un 91% à peine. La couverture du DCI-P3, c'est la couverture de l'espace colorimétrique du cinéma numérique. C'est pas ce qui est le plus utilisé, mais c'est un indicateur quand même. Le plus utilisé étant le REC 709, qu'on retrouve donc partout sur les DVD, en télé, le Blu-ray, c'est le REC 709. Donc c'est ce qui est important, c'est à la base que le REC 709 soit à 100%. Soit à 100%. Au max. C'est déjà une bonne chose. Le BT 2020, c'est... Tu as mesuré le BT 2020? Oui, bien sûr que j'ai mesuré. On est très pro aujourd'hui. C'est tout mesuré. Il a tout mesuré. Le BT 2020, on arrive à 72%. D'accord, c'est le plus compliqué, celui qui demande le plus de couleurs. Est-ce que la dalle le revêtement anti-reflet de ce produit est satisfaisant autant que sur le 95T par exemple? Alors, il est satisfaisant, mais j'ai trouvé qu'il était un petit peu de qualité moindre que les modèles précédents. C'est dit, c'est fait. Voilà. Sylvain, c'est tout, faut l'écouter, c'est le roi de la sonde. D'ailleurs,
je reviens à mes petits chiffres, la température de couleur de ce téléviseur est juste hallucinante. Tu sais combien j'ai pu mesurer? 6500 piles. Exactement. Pile poil. J'ai recommencé 4 fois la mesure. Mais parce qu'en plus, il avait bu avant. Donc, il s'est dit, ouais, peut-être que pour Pépé, je vais la refaire. C'est ça. Donc, 6500 degrés Kelvin, c'est pile poil Daylight. Pile poil. Peut pas faire mieux. Peut pas faire mieux, il est calé. Voilà, donc mini LED, c'est le premier mini LED signé Samsung, donc les Neo QLED, et donc c'est une réussite technique déjà, où on n'a pas trouvé beaucoup de failles quand même. Hein, non, effectivement. À part le côté voilà, où le contraste ne monte pas à 1 million sur 1. Bonjour monsieur. Et justement, est-ce que tu peux essayer de comparer un petit peu par rapport à celui-ci et celui-ci, parce que les gens entendent peut-être le comparatif avec l'OLED. Là, on titille ou on titille pas le monde de l'OLED? On ne titille pas vraiment le monde de l'OLED. Clairement, j'ai été un petit peu déçu en fait par la réponse de la dalle sur les noirs surtout. J'ai pu comparer effectivement la même série ou les mêmes films sur les deux téléviseurs. Sur le téléviseur Samsung, l'image est claire en fait. Sur le téléviseur LG, l'image est beaucoup plus sombre, beaucoup plus contrastée, tout simplement. Ben voilà, c'est le truc, c'est qu'on garde quand même malgré tout, et c'est dit en toute transparence entre nous deux et avec vous, on garde un système de rétroéclairage d'une dalle LCD, ce qui est totalement différent de ce qu'on a avec le LED. Je ne suis pas là, tu es en train de dire le LED de LED, mais là, c'est vérifié. On a du mal toujours à voir les barres noires entièrement noires. Il y a toujours un côté un petit peu grisé. Tu as vu un petit peu de blooming aussi. De blooming, exactement, oui. Quand on passe d'une série à une autre, par exemple, vous avez toujours un petit message avec le nom de la série, averti, le nom de la série ou des choses comme ça. Et en fait, autour justement de ce placard, on voit véritablement, non plus comme avant, on va dire un halo, finalement quelque chose de mieux défini, mais qui reste toujours présent. Voilà, parce que les mini LED, il y en a plus, donc on peut mieux gérer ça. Là où le Samsung pourra tirer un petit avantage, ce sera dans une configuration très lumineuse. Et oui, en plein jour, parce que lui, il s'en fout. Tandis que là, il vaut mieux quand même être en semi-pénombre pour de l'OLED. Ouais, clairement. Et lui, il peut te cracher comme ça, des lumens de tous les côtés, il s'en fout. C'est une bête quand même. Ouais. Complètement. Alors je suis content Sylvain que tu aies pu déterrer tout ça avec toutes tes mesures. Le prochain téléviseur, si tout va bien, ça sera carrément du LG ou du TCL. Les G1 Hein? G1 Enfin? Je sais pas, je connais rien du tout. Vite, comme je dis à chaque fois, je connais rien. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi, monsieur. Sylvain, ça a été un plaisir encore. Merci pour toutes les infos, les mesures et tout. Un plaisir partagé. Je vous ai pas donné le prix parce que je voulais pas vous effrayer dès le début de la vidéo. Le produit coûte 3 000 € dans cette diagonale, hein. Sinon, c'est un peu moins cher en 55 et puis après, Voici maintenant les plus et les moins. Une luminosité carrément hallucinante. Colorimétrie quasi parfaite. Un excellent ratio de contraste pour un téléviseur LCD. Théoriquement, si la dalle affiche un noir pur, elle peut atteindre 1 million sur 1 puisque toutes les mini LED sont éteintes. D'un coup, d'un seul. Par contre, dès qu'on a une petite image par-dessus, hop, c'est plus du tout 1 million sur 1. Hein. Très bon résultat en HDR10 et HDR10+. C'est très bien exploité. Compatibilité HDR10+, adaptive. La définition, le piqué de l'image, avec une belle source, c'est bluffant. Un produit absolument excellent pour le gaming. Faible latence, aucun tearing, VRR, ALLM, les gamers vont s'éclater. Le mode filmmaker est très bien exploité, ainsi que le mode cinéma. Le concept avec le boîtier externe qui sert de garde-triage. Menu à l'écran, super complet. 4 HDMI 2.1 avec un débit maximal de 40 gigabits. La télécommande à recharge solaire. Bonne idée ça. Le rendu audio puissant. Google, Alexa, Bixby, AirPlay 2 à bord. Pour les gamers, le mode image 32 neuvième. Accepte de travailler en 1440p, 120 images par seconde. Voilà, il sait vraiment tout faire, hein, le bestiau. Hein. Le design superbe. Vraiment, c'est un produit qui est très très beau. L'épaisseur, seulement 2,5 cm avec en plus la partie audio à l'intérieur. C'est admirable. L'input lag à 10 millisecondes. Mini LED ou pas mini LED, il y a quand même des effets de blooming sur le téléviseur. Le prix. Enfin, le prix de la gamme, hein, le mini LED, c'est cher, quoi. Le câble qui relie One Connect au téléviseur, il est plus gros que l'année dernière, donc c'est moins discret cette affaire. Pas de Dolby Vision. Sensation par moment d'avoir un rendu du noir qui est algorithmé. On sent que ça travaille pour fabriquer du noir, pour appuyer le ratio de contraste. Ça se voit un petit peu, moi je l'ai vu, mais peut-être que pleine lune ou un truc comme ça. Hein. Les haut-parleurs du téléviseur ne diffusent pas de signal en Dolby Atmos. Pour avoir du Dolby Atmos, il faut passer par une barre de son externe ou un ampli externe pour avoir tout ça. À ma connaissance, ce téléviseur n'est pas compatible
avec le DTS Audio. Contrairement au téléviseur 8K mini LED Samsung, ce modèle Ultra HD 4K ne permet pas de placer le boîtier One Connect accroché au pied du téléviseur, ce qui est pourtant pratique. La dalle anti-reflet est à mon sens moins performante que sur le modèle 95T que j'avais testé. Pas de touche rétro-éclairée sur la télécommande. Concernant le gaming, il n'y a pas G-Sync à bord, pas à ma connaissance. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous balader sur la chaîne, il y a plein de vidéos partout, je fais, voilà, cadre-toi, Patrick, cadre-toi. Il y a plein de vidéos partout avec des thématiques, voilà, il y a un peu d'audio qui va venir cette semaine parce que j'ai 2-3 trucs, il y a le casque Xbox, il y a plein de trucs qui sont prévus, des interviews que j'ai pu faire, bref, je prends mon temps pour faire ces vidéos qui sont donc longues, mais parce que je décide de prendre du temps et tout. Portez-vous bien, prenez soin de vous et des gens que vous aimez, c'est important, voilà. Je vous le fais parce que 4h15 du matin, tout de même, ici au stream.fr, après un tournage qui a duré en tout 10 heures. J'ai mis 10 heures à tourner cette vidéo, plus Sylvain, plus le montage et autres. C'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs sources, on avait du Blu-ray disc, on avait des mires, on avait les jeux avec la Xbox, on avait plein de trucs. Donc il fallait gérer tout ça et faire toutes les images de tous les côtés. Mais quelle joie de faire ces vidéos, quelle joie. J'en ressors épuisé, mais tellement riche en émotions d'avoir pu vous parler, m'adresser à vous comme ça. Voilà. Allez, stop, je vais me coucher. Allez, ciao. Merci encore.